Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Baudouin et je vous retrouve en pleine forme pour un nouvel épisode d'Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Maintenant que vous maîtrisez tous la différence entre les singles et les blends, nous allons continuer à creuser ce sujet mais sous un angle un peu différent. Si ces mots de single et de blend ne vous disent absolument rien, je vous invite à vite aller écouter l'épisode numéro 5, tout deviendra alors plus clair. Nous allons nous intéresser à la consommation du whisky, soit sous sa forme blend, soit sous sa forme single, à travers l'histoire. Ce sujet peut paraître un peu nébuleux comme ça, mais je vous promets que ça deviendra limpide très vite. Allez, c'est parti. Nous allons reprendre l'histoire là où nous l'avions laissée dans le premier épisode, c'est-à-dire au XVIe siècle en Écosse, là où nous avions retrouvé les premières traces formelles de fabrication du whisky. La réforme, donc le passage du catholicisme au protestantisme, va rapidement s'installer en Écosse, et les monastères qui produisaient alors l'ensemble du whisky furent dissous. Le monopole de la distillation fut alors attribué à une guilde, celle des chirurgiens barbiers d'Édimbourg. Pourquoi les chirurgiens barbiers ? N'oublions pas que la première utilisation de l'huile beata était surtout médicinale. Ce privilège, qui leur apportait beaucoup d'argent, ne leur profita pas très longtemps. En effet, quelques dizaines d'années plus tard, en 1579 pour ceux qui aiment les dates, ce droit de distiller fut donné exclusivement aux seigneurs et aux gentilshommes. Pour autant, la distillation reste une activité essentiellement agricole et le whisky un alcool pour les petites gens. Pendant l'hiver, le surplus d'orge était distillé par les paysans pour ne pas être perdu. Dans des livres de contes qui datent du XVIIIe et qui appartenaient au comte d'Elgin, un aristocrate écossais, on retrouve la trace de la distribution hebdomadaire de 6 bouteilles de whisky pour chaque homme travaillant sur son domaine. À 6 bouteilles par semaine, on peut imaginer que ça buvait sec. En 1707, les Acts of Unions vont unir les royaumes d'Angleterre et d'Écosse. L'Angleterre va alors commencer à augmenter la taxation sur la fabrication de whisky et les Écossais vont déployer des trésors d'imagination pour échapper au contrôle. S'ensuivra alors une véritable guerre entre les excisemen, les inspecteurs, et les distilleurs clandestins. Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, en 1777, on dénombrait 408 alambics dans Édimbourg. Sur ces 408, seulement 8 étaient légaux. En 1823, les choses vont pas mal bouger sous l'impulsion du duc de Gordon, qui était notamment le propriétaire des terres Glenlivet. Il fit pression pour légaliser la production de whisky dans les alambics de 40 gallons, soit 180 litres. C'est ce qu'on appelle l'Excise Act et qui est un document très important dans l'histoire du whisky. En effet, beaucoup de distilleries vont sortir de l'illégalité. La première qui obtiendra d'ailleurs sa licence sera bien sûr Glenlivet. C'est aussi à cette époque que furent créées des distilleries comme Macallan, Balvenie, Cardu ou Glenronach. Jusqu'ici, tous les whiskies qui étaient consommés ne venaient que d'une seule distillerie et nous les appellerions donc maintenant des single malt. C'est peu après qu'on va assister à un véritable essor du blend. À cette époque, la bonne société anglaise boit surtout du brandy soda, c'est-à-dire du cognac dilué dans de l'eau gazeuse. Mais en 1864, nous connaissons en France la crise du phylloxéra, ce petit insecte qui vient des États-Unis et qui va littéralement ruiner nos vignes. Cela va bien sûr baisser notre production de raisins et donc de cognac, et la gentry anglaise va devoir trouver une boisson de substitution. Le whisky était un peu trop ruste pour leur palais délicat. Plusieurs facteurs vont permettre de le rendre plus accessible. Tout d'abord, un alambic, breveté par Eneas Coffey, un Irlandais dans les années 1830, et qui va opérer une petite révolution. Cela va permettre de produire un whisky plus léger. L'autre facteur est la création de blends par des épiciers. En effet, ils commencèrent à créer leurs marques et leurs blends qu'ils vendaient dans leurs boutiques, en plus du café ou du thé qu'ils vendaient déjà. C'est à cette époque que des grandes marques comme Johnnie Walker, G&B ou The Famous Grouse apparurent. C'est donc aussi à cette époque qu'on s'est mis à boire des blends et du whisky soda. Le single, en fait, ne revient à la mode que récemment. En 1963, Glenfiddich commercialise un single malt. Cela marque le retour en grâce du single.
En effet, le consommateur, toujours à la recherche de nouveautés et de produits ayant son caractère propre, va plébisciter cette bouteille et de nombreuses distilleries vont alors emboîter le pas à Glenfiddich. La diffusion des singles a permis une croissance des ventes et une généralisation de la consommation de whisky dans le monde. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et la consommation de blend ou de single à travers l'histoire du whisky n'a plus aucun secret pour vous. Avant qu'on se quitte, je voulais parler avec vous du mot flavor, qui est un mot qu'on a utilisé plusieurs fois mais qu'on n'a jamais pris le temps de définir. Lorsqu'on parle de whisky, on ne parle pas de saveur mais de flavor. En effet, le whisky fait appel à nos sensations olfactives, gustatives et tactiles, et la combinaison de ces trois sens va donner des flavors. Vous vous en souviendrez lors de votre prochaine dégustation. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve jeudi prochain avec Pauline pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à aller voir notre page Facebook et notre page Instagram, et je vous souhaite une très bonne journée. À très vite.